Ah, il l'appelle Martha et ça y est, il devient gentil, c'est ridicule. C'est la suite de Man of Steel. De toute façon, j'y comprends rien à leur truc. Et Iron Man, il est là ou pas? Et Iron Man, il est là ou pas? Il est même pas mort à la fin. Tu vas voir qu'ils vont le faire Le revenir. monstre à la fin, il est totalement éclaté. J'ai rien compris à l'histoire, c'est vraiment nul. Non, j'aime pas, c'est trop sombre, y a pas d'humour, c'est pas drôle. Tout ça, je l'ai vraiment entendu à la sortie de BVS. Et c'est que des conneries. C'est pas parce que vous comprenez pas un film qu'il est forcément mauvais. Je pense qu'il est grand temps de parler du cas de Batman v Superman. Batman est mort. Tu vas l'enterrer. Et je suis magnanime. Au début des années 2000, Warner Bros voulait relancer la franchise Superman avec une origin story. En août 2001, Andrew Kevin Walker est donc embauché après avoir présenté au studio une idée intitulée Batman contre Superman. Et Wolfgang Petersen, réalisateur de l'Histoire sans fin, était d'ailleurs attaché au projet. Mais le film a été considéré comme trop sombre par le studio, qui a donc embauché Akiva Goldsman pour réécrire le script. Warner Bros voulait Johnny Depp dans le rôle de Batman et Josh Hartnett dans celui de Superman. Le tournage devait commencer début 2003 pour une durée de 6 mois et une date de sortie fixée à l'été 2004. Mais fin 2002, Wolfgang Petersen met le projet en attente pour réaliser 3 avec Brad Pitt. Puis en août 2008, comme on le sait, le président du studio, Jeff Brobinoff, admet qu'après le semi-échec de Superman Returns, le plan est désormais de faire un reboot sans se soucier d'un film sur Batman et Superman. Et en juin 2013, au moment de la sortie de Man of Steel, le studio annonce que Zack Snyder et le scénariste David S. Goyer, qui avait déjà signé le scénario de Man of Steel et de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, seront de retour pour la suite, le studio envisageant une sortie en 2015. Le mois suivant, Snyder confirme au Comic-Con de San Diego que la suite de Man of Steel s'appellera Batman v Superman, avec Superman et Batman se rencontrant pour la première fois au cinéma. A noter que V ne veut pas forcément dire versus, mais on y reviendra un peu plus tard, car ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Goyer et Snyder imaginent l'histoire et Goyer écrit seul le scénario. Christopher Nolan étant toujours conseiller créatif, il envisage avec Snyder de faire partager à Man of Steel la continuité avec la trilogie The Dark Knight. Mais il décide finalement de ne pas le faire, étant donné que The Dark Knight Rises s'est terminé avec Blake, interprété par Joseph Gordon-Levitt, prenant le relais de Bruce Wayne en tant que Batman. Snyder a donc convenu qu'une connexion entre les deux franchises aurait pu compliquer les choses pour Batman et Superman, car le public s'attendrait à voir Bruce Wayne se battre avec Superman au lieu d'un autre personnage, utilisant le pseudo de Batman. Pour son histoire, Snyder s'inspire du comics The Dark Knight Returns, mais ne base pas totalement son intrigue dessus, Snyder précisant que Batman évoluera dans l'univers dans lequel vit désormais le Superman d'Henry Cavill. Le film marque également la première apparition de Wonder Woman au cinéma, ce que Warner Bros voulait faire depuis 1996.
En décembre 2013, Chris Terrio est embauché pour écrire le script en raison des engagements de Goyer sur d'autres projets. Terrio, qui remporta l'Oscar du meilleur scénario adapté pour le film Argo de Ben Affleck, et écrira également la Justice League version Snyder. Et selon lui, dans les histoires de super-héros, Batman est Pluton, le dieu des enfers, et Superman est Apollon, le dieu du ciel. Le Joker et Riddler étaient d'ailleurs censés apparaître dans le film, mais Snyder a finalement décidé de les couper du script final. Le titre officiel du film est donc Batman v Superman, l'aube de la justice, et il est révélé en mai 2014. Snyder, et c'est important, a expliqué que le fait d'avoir le V dans le titre au lieu de VS était un moyen d'éviter qu'il ne s'agisse d'un film versus, qui résume l'intrigue à un affrontement entre les deux héros. Henry Cavill, de son côté, a déclaré plus tard que ce n'était pas une suite de Man of Steel, mais un film totalement à part. Il introduit le personnage de Batman et étend l'univers qui a été lancé par Man of Steel. Bien que le film soit à l'origine une suite de Man of Steel, il a été remanié en une porte d'entrée pour Justice League et un éventuel film solo pour Batman. Des années plus tard, en avril 2021, Terrio révélera même que son scénario n'avait jamais été intitulé Batman v Superman, l'aube de la justice. Tandis que Snyder indiquera lui que le nom du film avait été décidé par les dirigeants de Warner et qu'il s'était battu pour l'abréviation du mot versus dans le titre. Les titres potentiels que le duo souhaitait initialement étaient d'ailleurs Justice League Foundation et Justice League Rising. Au casting, l'ensemble de la distribution de Man of Steel fait son retour. Henry Cavill, Amy Adams et Laurence Fishburne sont donc rejoints par Ben Affleck dans le rôle de Batman, Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor, Jeremy Irons dans le rôle d'Alfred Pennyworth et Tao Okamoto dans le rôle de l'assistante de Luthor, tandis que Jenna Malone est choisie pour incarner Janet Cleburne, un personnage présent exclusivement dans la version longue. L'Aube de la Justice est le deuxième film de Ben Affleck en tant que super-héros, puisqu'il avait déjà incarné Daredevil en 2003. Il était d'ailleurs réticent au départ à l'idée de jouer Batman, pensant être trop éloigné de la vision habituelle du personnage. Mais il est devenu enthousiaste après que Snyder lui ait montré le concept et les rassuré sur le fait que le film serait très différent de la trilogie de Nolan. Christopher Nolan, qui a d'ailleurs participé au casting d'Affleck, il a même été le premier acteur que Snyder approcha pour le rôle. Le réalisateur avait également discuté du rôle de Batman avec Josh Brolin, et Christian Bale s'est dit aussi intéressé pour réincarner Batman à nouveau après The Dark Knight Rises. Jason Momoa avait également auditionné pour Batman, mais fut finalement choisi pour incarner Aquaman à la place. Pour incarner Wonder Woman, Olga Kurylenko, Jamie Alexander et Elodie Yung ont été envisagés avant que Gal Gadot ne soit choisie. Ces trois castings ont été très critiqués à l'époque. Le casting d'Affleck a provoqué une réaction négative importante de la part des fans, avec notamment de multiples pétitions qui circulaient sur internet exigeant son retrait du rôle. Contrairement au précédent Batman, il n'était pas considéré comme suffisamment intimidant pour le rôle. Et sur les réseaux sociaux, les fans ont critiqué la petite silhouette de Gal Gadot, en contraste avec la carrure guerrière de Wonder Woman dans les comics. Je sais pas ce qu'il leur faut de plus, franchement. Les fans ont également critiqué le casting d'Eisenberg, estimant que l'acteur de 30 ans était trop jeune pour le rôle et pas assez imposant physiquement. N'importe quoi. À la sortie du film, les prestations d'Affleck et Gadot ont bien sûr été saluées pour leur performance, malgré l'accueil plutôt négatif du film lui-même. Michael Wilkinson, le créateur des costumes, a effectué une mise à jour du costume de Superman de Man of Steel afin qu'il semble frais et adapté à ce nouvel épisode. Le premier Batsuit, présenté dans le film, a été influencé par le comics Dark Knight Returns, contrairement au costume vu dans les précédents films de Batman. Il est fait cette fois de tissu au lieu d'une armure. Une image du costume de Wonder Woman a aussi été révélée au Comic-Con de San Diego 2014, dans lequel le costume désature les couleurs rouge, bleu et or qui composent le costume de la plupart des versions du personnage. Le deuxième Batsuit blindé a également été dévoilé au Comic-Con et le look d'Aquaman dans ce film le montre tatoué de motifs maoris. La Batmobile nouvelle génération a elle combiné l'inspiration du design épuré et profilé des Batmobiles classiques et de la construction militaire à suspension élevée du récent Tumbler vu dans la trilogie The Dark Knight et conçu par le concepteur des décors Patrick Tatopoulos. La Batmobile mesurait environ 6 mètres de long sur 4 mètres de large. Le tournage du film a débuté en octobre 2013,
à Los Angeles pour filmer le match de football américain entre l'université de Gotham City et sa rivale, l'université de Metropolis. À la fin du mois, la construction a commencé sur la ferme Kent, vue dans Man of Steel pour le film. Le tournage principal impliquant les acteurs a commencé le 19 mai 2014 à Détroit, dans le Michigan. Lors du tournage dans le Michigan, la production a dépensé un total de près de 200 millions de dollars. La scène des funérailles nationales au cimetière militaire d'Arlington, avec l'hommage rendu par l'armée américaine, a également été filmée dans le Michigan, mais sur fond vert. Le tournage a également eu lieu à Chicago dans l'Illinois en novembre 2014. D'autres lieux de tournage ont été inclus dans le Pacifique Sud et le Nouveau-Mexique. Et plusieurs séquences du film, dont la scène du meurtre des parents de Bruce Wayne, ont été filmées à l'aide de caméras IMAX. À la musique, Hans Zimmer fait son grand retour avec comme objectif de ne pas réutiliser les thèmes qu'il avait déjà composés pour le personnage de Batman de la trilogie de Christopher Nolan. Junkie XL, qui avait déjà fourni de la musique additionnelle sur Man of Steel, est donc embauché par Hans Zimmer pour composer le nouveau thème de Batman. Zimmer avait l'intention de se concentrer uniquement sur le côté Superman de la partition, mais le thème final de Batman a finalement été écrit par les deux compositeurs dans le cadre d'une collaboration. Après la sortie du film, Zimmer expliquera que c'était sa dernière composition pour un film de super-héros. Mais il finira par se rétracter, comme on le sait quelques années plus tard, en revenant à la composition de la musique de Wonder Woman 1984. C'est pas s'il a bien fait finalement. Le budget marketing fut considérable et estimé à 165 millions de dollars. Au Comic-Con de San Diego 2015, Snyder et le casting ont assisté à la présentation d'une première bande-annonce du film. Bien que le teaser ait reçu une réponse plutôt mitigée, cette bande-annonce a été accueillie positivement par une standing ovation, surtout à l'apparition de la Trinité Batman, Superman, Wonder Woman en fin de bande-annonce. Le film fut perçu à l'époque comme l'anti-Civil War, faisant référence à Captain America Civil War de Marvel. Mais certains ont critiqué que la présence de Wonder Woman soit révélée dans la bande-annonce. Le film sort aux États-Unis le 25 mars 2016. Pour son premier week-end, il rapporte 166 millions de dollars aux États-Unis et devient le 8e plus gros démarrage de tous les temps devant The Dark Knight Rises avec ses 160,9 millions de dollars. Au final, Batman v Superman, l'aube de la justice, a réalisé un box-office de 873,6 millions de dollars dans le monde, ce qui en a fait le 7e film le plus rentable de l'année 2016, avec un bénéfice estimé de 105,7 millions de dollars en tenant compte de toutes les dépenses et revenus générés par le film. Batman v Superman, l'aube de la justice s'est avéré être un film à gros budget, ne parvenant pas à générer des recettes significatives après sa sortie. Il a ouvert avec des chiffres records, mais a ensuite chuté le week-end suivant, en grande partie en raison d'un mauvais accueil critique et d'un bouche à oreille mitigé du public. Bien qu'il dépassât de plus de 200 millions de dollars le box-office de Man of Steel, il a été considéré comme une déception par les dirigeants de Warner Bros, car il n'avait pas atteint le milliard de dollars, ce qui a conduit le studio à créer DC Films en mai 2016 et à nommer une nouvelle équipe de direction dédiée aux films basés sur DC Comics. Et c'est cet acte précisément qui conduira un an plus tard au désastre du film Justice League. Une version longue comprenant 31 minutes de séquences supplémentaires est sortie plus tard dans l'année en édition Blu-ray. Le scénariste Chris Terrio a d'ailleurs déclaré que la décision de supprimer 30 minutes pour la version cinéma était un acte de sabotage. Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier Noir décide de l'affronter. Le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros au pouvoir sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine? C'est la question posée pendant tout le film et pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon. Alors je vous le dis tout de suite, on est sur l'Ultimate Edition de 3 heures, que je vais tenter de vous résumer, j'espère en 10 minutes, même si j'ai quasiment oublié la version ciné. Je vous préciserai quelles sont les scènes ajoutées qui permettent de mieux comprendre le film. Tout commence avec un flashback nous montrant le petit Bruce Wayne en 1981, s'enfuyant des funérailles de ses parents pour tomber dans un trou où les chauves-souris vont l'aider à se relever, lui inspirant sa future identité.
Visuellement, c'est une bande-annonce pour un film Batman réalisé par Zack Snyder. L'une des meilleures idées d'ailleurs de BVS, c'est de nous montrer la fin de Man of Steel du point de vue de Bruce, et on replonge direct dans le premier film avec un nouveau point de vue. Des images qui rappellent bien sûr la destruction des 2 tours de New York. Ben Affleck est déjà parfait et j'ai beau aimer le Batman de Christian Bale, et j'avoue que j'ai un petit faible pour le Batfleck. Bruce tente de secourir des employés de son entreprise, pris au piège dans un gratte-ciel, alors que le vaisseau de Zod survolant la ville provoque d'importants dégâts. Il assiste alors impuissant à l'effondrement du bâtiment qui fait d'innombrables victimes. À partir de cet instant, Wayne se persuade que Superman causera un jour la perte de l'humanité et qu'il est inévitable de se préparer à l'affronter. 18 mois plus tard, après la bataille de Metropolis, dans l'océan Indien, de la kryptonite est découverte près des débris de la machine à gravité kryptonienne détruite par Superman dans le premier film. En Afrique, Lois Lane a rendez-vous avec Jimmy Olsen, qui n'est pas encore photographe au Daily Planet, et n'aura d'ailleurs pas l'occasion de le devenir puisqu'il est tué assez rapidement, étant un agent de la CIA en mission d'infiltration. Lois est prise en otage par le général rebelle qu'elle était venue interviewer. Et c'est alors que les agents de sécurité commencent à se retourner contre les rebelles en les éliminant par surprise. Superman intervient pour interrompre le conflit et neutralise le général qui menaçait Lois. Metropolis a été dévastée et Superman est la personnalité la plus controversée au monde, alors que, pour beaucoup, il est toujours un symbole d'espoir. Une part grandissante de la population le considère comme une menace pour l'humanité et demande justice pour le chaos qu'il a apporté sur Terre. Superman est désigné comme responsable de la mort de plusieurs innocents dans le désert. À Washington, au Capitole, une commission sénatoriale qui enquête sur les actions de Superman reçoit le témoignage d'une jeune femme pour l'attaque de son village à Nairobi. Cette dernière accuse Superman du meurtre de ses parents. Pendant ce temps-là, à Gotham, c'est le train-train habituel pour le Chevalier Noir. Ah, et vous êtes prêts à voir l'une des plus belles apparitions de Batman au cinéma ? Bah voilà. Devenu un justicier impitoyable et cruel à la suite du meurtre de son ancien partenaire Robin par le Joker, Batman n'est plus que l'ombre de lui-même. Sur la piste d'un mystérieux individu, le Portugais blanc, son enquête le conduit à un Russe du nom de Anatoly Kniazev, celui qui dirigeait les agents de sécurité en Afrique. Après une rare scène d'intimité entre Lois et Clark, qui franchement fait du bien, car ça nous avait manqué dans Man of Steel, Bruce mène une enquête épaulée par un Jeremy Irons très convaincant en Alfred. La sénatrice rend visite à un jeune Lex Luthor chez LexCorp. Un des scientifiques leur révèle que ce minéral a la capacité d'affaiblir un kryptonien avec une quantité suffisante. Luthor voudrait en faire une arme de dissuasion contre Superman et d'autres menaces éventuelles. Bien que ce minéral soit radioactif, Luthor demande à la sénatrice une licence d'importation pour amener cette kryptonite à Metropolis. Il obtient du sénateur Barrows la permission d'accéder au vaisseau kryptonien qui contient la chambre génétique, vaisseau écrasé au centre de Metropolis, ainsi que l'accès à la dépouille du général Zod pour analyse. Wallace Keefe, un employé de Wayne Enterprise, qui avait perdu la moitié de ses 2 jambes lors de la confrontation entre Superman et Zod, se rend dans le parc des héros où se trouve une statue de Superman. Il est par la suite arrêté pour vandalisme par la police. De son côté, Clark Kent est scandalisé par les méthodes peu conventionnelles du Chevalier Noir et se met en tête de s'occuper de son cas en cherchant à obtenir des informations. Peur de qui ? Il a un nouveau côté féroce en lui. Il a la rage et il est en chasse. Après plusieurs négociations, la sénatrice Finch bloque la licence d'importation de la kryptonite, convaincue que Luthor veut faire de ce minéral une arme offensive. Bruce Wayne assiste à un combat clandestin et rencontre Kniazev, et évoque d'ailleurs les danseuses russes qu'on a vues dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Sans doute un clin d'œil. 3 nuits avec une ballerine du Bolchoï, c'est la seule chose qu'elle m'ait apprise. Pas la seule, j'en suis sûr. Après avoir secrètement piraté son portable, il s'aperçoit que Kniazev transmet en permanence des données vers la résidence de Lex Luthor. Pendant un gala tenu à la résidence principale de Luthor, Bruce est en mission d'infiltration pour voler des données informatiques à Luthor, qu'il soupçonne d'être le Portugais blanc, tandis que Clark est sur place pour couvrir l'événement en tant que journaliste. Les deux finissent par se rencontrer et confrontent leurs opinions sans connaître leurs identités respectives de héros. On bafoue les libertés dans votre ville de Gotham. Les honnêtes gens vivent dans la peur. Ils se croient au-dessus des lois. Ça doit être mon côté Gotham. Il faut comprendre qu'on a de mauvais souvenirs de monstres déguisés en clowns. Mais alors que le milliardaire est sur le point de s'éclipser, une mystérieuse femme lui subtilise les informations confidentielles de Luthor et s'enfuit. Wallace est libéré sous caution par Luthor qui lui offre un fauteuil roulant électrique et le manipule pour qu'il témoigne à la commission.
Lois rencontre l'ancien général Swanwick, devenu ministre à Washington, tandis que Bruce fait un cauchemar dans ce qui semble être une vision d'un futur apocalyptique où Superman est devenu un super vilain. Puis il nous rêve avec cette fois un flash venu du futur qui vient l'avertir de la menace que représente Superman. Il faut que tu nous sauves ! Bruce se réveille alors en sursaut, le décodage des données accompli, il découvre que le Portugais blanc n'est autre qu'un navire transportant l'échantillon de kryptonite qui fut découvert il y a maintenant 3 mois. Clark poursuit son enquête sur Batman et il me semble que toute cette partie n'était pas dans la version sortie au cinéma d'ailleurs. Kay Naziri avoue à la sénatrice avoir menti à la commission, ayant été victime d'actes d'intimidation et de manipulation de Lex Luthor. Elle finit par se faire jeter sous les rails du métro par Anatoly Kniazev, en conséquence d'avoir révélé son faux témoignage à la sénatrice. Batman débarque dans sa Batmobile pour voler la kryptonite aux hommes de LexCorp, mais est stoppé par Superman. Il t'arrive de saigner. Ça viendra. On comprend alors que Superman a été victime d'un coup monté par LexCorp, et Lois comprend que Lex connaît du coup sa véritable identité et son lien avec elle. Superman se présente devant la commission, mais soudain, le fauteuil roulant de Wallace explose, éliminant toute la commission, et le Capitole avec. En faisant d'une pierre deux coups, Luthor s'est vengé de la sénatrice et entaché publiquement l'image de Superman en le montrant incapable de contrer un simple acte de terrorisme. Le monde entier commence alors à soupçonner l'implication de Superman dans la destruction du Capitole. Luthor accède au vaisseau kryptonien grâce aux empreintes digitales de Zod et a désormais accès à toutes les connaissances de Krypton. Alors pourquoi Superman n'a pas été cacher ce vaisseau au pôle Nord? Ça aurait évité tout ce qui va suivre. Batman, plus massif que jamais, avec un Ben Affleck qui à mon avis n'a pas mangé que du poulet, se prépare à affronter Superman à l'aide d'une lance en kryptonite qu'il a volée chez LexCorp. On apprend l'existence de 4 méta-humains par des vidéos de surveillance qui étaient encore une fois chez Lex Luthor avec Wonder Woman et une photo qui tisse de manière très maligne son film solo. Clark part chercher des réponses en Alaska visiblement et tombe sur le fantôme de son père. Et Lois obtient des réponses sur ce qui s'est passé au Sénat. Roulant était piégé, Lois Lane apprend que le fauteuil était garni de plomb, et donc que Superman ne pouvait rien deviner. Elle part donc enquêter en fouillant l'appartement de Keith et réalise qu'il n'avait aucune intention de mourir en s'apercevant que son frigo était plein. Lois finit par se faire kidnapper par Anatoly Kniazev, homme de main de Luthor. Il lui révèle que s'il l'a fait kidnapper, c'est uniquement pour parler à Superman. Il la jette donc dans le vide afin de forcer Superman à venir à sa rencontre. En plus de souffrir d'un complexe d'infériorité face à Superman, Luthor lui dévoile son passé douloureux auprès d'un parent violent, ce qui l'a poussé à perdre foi en l'humanité. Et à la suite de l'apparition de Superman qui a attisé l'espoir sur Terre, il s'est enfermé dans le déni, refusant catégoriquement de reconnaître qu'il s'est trompé sur le sort de l'humanité. Luthor veut montrer au monde que les valeurs morales et la justice n'existent pas, il le force donc à affronter Batman dans un combat à mort et menace de tuer sa mère s'il ne rapporte pas la tête du Chevalier Noir. Et maintenant, Dieu se plie à ma volonté. Diana, de son côté, découvre l'existence d'une boîte mère qui donne naissance à ce qui sera Cyborg. Et comme Batman, elle sait maintenant qu'il y a d'autres super-héros. Superman ne cherche pas à combattre Batman et tente de lui expliquer que Lex Luthor est derrière tout ça depuis le début et qu'ils se sont fait manipuler. Mais Batman, aidé d'une super armure et de la kryptonite, a bien l'intention de le tuer. Le combat a franchement de la gueule, mais juste dommage que ça se passe de nuit. Batman finit par avoir l'avantage, et à ce stade, il peut clairement tuer Superman. Clark va donc évoquer le prénom de sa mère, afin de provoquer un déclic chez Batman. Il va tuer Martha. Pourquoi tu as dit ce prénom? Sauve Martha. Arrêtez, je vous en supplie. Je te demande pour la dernière fois. C'est le prénom de sa mère. Bruce réalise ainsi qu'en tuant Superman, il deviendrait ce qu'il déteste le plus, et qu'il s'est promis d'arrêter. Un meurtrier qui prive un enfant innocent de ses parents. À cet instant, Bruce décide d'aller sauver la mère de Clark et comprend qu'il a été manipulé par Lex. Alors non, ça n'est pas ridicule ou incohérent, comme ça a beaucoup été dit à l'époque, c'est une sorte d'électrochoc, mais on y reviendra tout à l'heure dans ma critique du film. Batman nous livre une superbe scène de combat et parvient à libérer Martha qui ne manque pas d'humour. J'hésiterai pas une seconde. Je te crois sur parole. C'est votre fils qui m'envoie. Je m'en doutais. La cape. Et ça doit être la seule pointe de légèreté d'ailleurs présente dans le film. Pendant ce temps-là, Lex a créé à l'aide du vaisseau, et à partir du cadavre de Zod, une créature géante dotée des mêmes pouvoirs que Superman, qu'il nomme Doomsday, forçant Diana à intervenir et se révéler au grand jour. Mademoiselle Prince. Un missile nucléaire est lancé pour l'arrêter dans l'espace, mais ça n'a pour effet que de le renforcer. Et première apparition de Wonder Woman au cinéma, et franchement c'est réussi.
J'en ai déjà tué des créatures venues d'autres mondes. Elle est avec toi? Non, je la croyais avec toi. Seul reproche que je peux faire et qui me fait préférer le combat contre Zod dans Man of Steel, c'est que tout se déroule de nuit, ça rend parfois l'action un peu illisible. Loïs, parti chercher la lance pour aider Superman, n'est là que pour lui faire ses adieux et renforcer ainsi le drame qui va suivre. Ça avait malheureusement fuité dans les bandes annonces à l'époque, preuve que chez Warner il y avait franchement des tocards. Superman, en transperçant la créature avec sa lance, finit lui aussi par se faire empaler par Doomsday. Il se sacrifie pour l'humanité. Bien sûr, j'y vois encore une allégorie de Jésus-Christ, transpercée par la lance du destin. Lex finit par se faire attraper par les forces spéciales pendant qu'il admire un hologramme de Steppenwolf, qui sera l'antagoniste du film suivant. Les funérailles de Superman ont lieu en même temps que celles de Clark et on apprend qu'il était sur le point de demander Lois en mariage. On n'est clairement pas sur un happy end, et c'est plutôt rare dans ce genre de film pour le souligner. Le prêtre vu dans Man of Steel fait son retour, et Clark est enterré à côté de son père, sous le regard bienveillant de Bruce Wayne. J'ai oublié mon chéquier pour payer les pompes funèbres. Ah, ils ont dit que tout avait été réglé. Réglé par qui? Un donateur anonyme. Lex révèle à Batman ce qu'il a appris dans le vaisseau, et qu'une menace bien plus grande est en chemin. Et on n'avait pas compris à l'époque dans la version cinéma pourquoi justement Lex Luthor était au courant de tout ça. Et Loïs, restée seule avec la bague au doigt que Clark avait prévu de lui offrir, jette une dernière poignée de terre sur son cercueil. Enfin, un dernier plan plutôt subtil qui nous permet de garder encore un peu d'espoir pour la suite. Cette version longue est une vraie réussite. C'est simple, c'est comme un nouveau film, plus fluide et moins compliqué. On s'attarde plus sur les enquêtes de Clark et Lois, mettant en évidence le déroulé du plan de Lex Luthor. Ce film a une profondeur psychologique très intéressante et les enquêtes sont passionnantes à suivre. C'est très différent de Man of Steel, et même si je le préfère pour sa simplicité, ses scènes d'action et son origin story, je peux comprendre que certains aient une préférence pour BVS pour sa noirceur et sa fin dramatique. C'est à la fois une suite de Man of Steel et un prologue à Justice League. Il réussit à être donc un parfait trait d'union entre les deux, malgré le défi de réussir en un film à nous introduire de tout nouveaux personnages. Seul Wonder Woman nous est présenté, mais ça reste le film de Batman avant tout. Lex Luthor remplace Zod comme antagoniste principal, ce qui permet d'éviter une redite et son interprétation par Jesse Eisenberg, qui emprunte beaucoup au Joker de Heath Ledger, évite au moins une ressemblance au Luthor de Gene Hackman. Son plan est de monter le monde contre Superman, et comparé à ce qu'on avait déjà vu, faut admettre que c'est très intéressant et plutôt crédible. Seule l'enquête et la perspicacité de Lois Lane permettent de dévoiler ses plans. Lex Luthor est plus machiavélique et manipulateur que jamais, et je le trouve plutôt bien interprété par Jesse Eisenberg, qui nous propose une version originale du personnage, plus jeune. On le voit agir dans l'ombre et monter Batman contre Superman et vice versa. C'est pour moi la véritable bonne idée de ce scénario. On suit plusieurs enquêtes en simultané, c'était quasiment absent de la version sortie au cinéma, ce qui rendait le film tout simplement brouillon et incompréhensible. Au final, Batman v Superman s'avère très dense, la version longue de 3 heures est ici clairement justifiée, car aucune scène ne semble en trop. En revanche, l'introduction, même rapide, des futurs membres de la Justice League à travers les caméras de surveillance, franchement on aurait pu s'en passer. Je trouve que ça aurait été suffisant que ce soit évoqué simplement à la fin du film par Bruce Wayne. À cause de toi, il va tuer Martha. Pour le cas de Martha, qui a beaucoup divisé depuis la sortie du film et cristallisé toutes les critiques négatives, je suis d'accord avec le fait que Clark aurait dû dire « sauve ma mère », puisque c'est ainsi qu'il en parle à Zod dans Man of Steel, ou peut-être « sauve ma mère, sauve Martha ». Mais si je me trompe pas, il me semble qu'aux États-Unis, lorsqu'on devient adulte, c'est habituel d'appeler ses parents par leur prénom, ce qui donne à la scène un aspect moins ridicule. Alors il aurait pu lui dire dès le début, on est d'accord, mais du coup il n'y aurait eu aucune confrontation, et les fans auraient encore plus gueulé. Vite Bruce, il faut que tu sauves ma mère, elle s'appelle Martha. Quoi? Ta mère s'appelle Martha? Mais la mienne aussi? Forcément, là on n'aurait pas eu de combat et le film aurait pu s'arrêter dès cette scène. Alors pourquoi Bruce change radicalement à cet instant? Je pense qu'il renoue avec sa propre humanité en constatant l'humanité de Superman.
Batman ne met pas fin au combat parce que leur mère porte le même nom, mais parce qu'il reconnaît Superman comme quelqu'un avec une mère. Et l'arrivée de Loïs dans cette scène participe au déclic chez Batman. Superman devient pour lui un humain alors qu'il en parlait pendant tout le film comme d'un extraterrestre. Dès que votre héros sauve un chat coincé dans un arbre, vous pondez un édito ronflant sur un extraterrestre qui, s'il le décide, peut tout mettre à feu et à sang. Je veux dire, ça c'est assez clair, non ? Et ça aussi. Il a le pouvoir d'exterminer le genre humain, certitude. Sa confrontation avec Superman lui fait réaliser qu'il peut enfin redevenir meilleur. Ce n'est pas un changement total car il continue à tuer les mercenaires dans l'entrepôt dans la scène suivante, mais c'est tout de même un début. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, car j'ai été assez loin je pense dans mon interprétation de cette scène, je vous renvoie vers la vidéo du Fossoyeur de film qui, dans une vidéo de 2018, expliquait pourquoi Martha n'est pas une idée stupide, mais plutôt maladroitement exécutée, et il complète parfaitement mon point de vue. La musique est encore une fois exceptionnelle et Hans Zimmer, épaulé par Junkie XL, nous offre de nouveaux thèmes mémorables et sublimes, comme Beautiful Lie, entouré par les thèmes de Man of Steel, bien sûr de retour. Et son pari de ne pas reproduire les mêmes compositions que celles déjà effectuées pour la trilogie de Nolan, eh bien selon moi est une vraie réussite, justement, grâce à l'arrivée de Junkie XL. On n'est absolument pas sur une redite des Batman de Nolan, on est sur quelque chose de tout à fait nouveau, avec des thèmes très jolis. Alors pourquoi le film a-t-il eu cette mauvaise image à sa sortie ? Pour le comprendre, faut se remettre dans le contexte de l'époque. En mars 2016, Deadpool, sorti un mois plus tôt, est un succès inattendu, avec son ton original et son humour noir. La Fox a fait bien plus de bénéfices qu'espéré, et la Warner a quelques craintes, car elle est partie à l'opposé, avec un univers sérieux et adulte mis en place par Snyder. Captain America Civil War est prévu quelques semaines après Batman v Superman, en avril, et X-Men Apocalypse suivra également dans la foulée, en mai. 4 films de super-héros en seulement 4 mois. De plus, Batman v Superman, c'est le premier film qui va lancer le nouvel univers partagé de DC Comics, appelé DCEU, pour DC Extended Universe à l'époque. Les premiers retours presse sont très négatifs, et Warner annonce d'emblée qu'une version longue sortira directement en DVD et Blu-ray, ce qui n'est jamais un bon signal envoyé aux spectateurs qui vont aller voir le film en salle. Batman v Superman réussit une belle percée lors de ses premiers jours, mais chute drastiquement les semaines suivantes. Le film de Snyder n'est pas non plus un flop économique, puisqu'il rapporte près de 875 millions de dollars pour 250 de budget. Mais il n'atteint pas le milliard espéré, milliard qui avait été dépassé par The Dark Knight en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012. Mais fait tout de même 200 millions de plus que Man of Steel, sorti en 2013. Le bouche à oreille très négatif n'aide évidemment pas Batman v Superman à se forger une bonne réputation, car le public le juge trop long, trop compliqué, trop noir et trop sombre, ce qui avait pourtant réussi à Nolan et sa trilogie. Seul point positif pour le public à l'époque, la prestation de Ben Affleck, qui s'avère meilleure que Christian Bale pour certains, la présence de Wonder Woman grâce au charisme de Gal Gadot et le soin apporté à la photographie. La version longue de Batman v Superman gomme beaucoup de défauts de sa version cinéma, mais conserve tout de même des gros soucis, comme l'introduction maladroite de la Justice League et la bouillie numérique lors du combat final. Vous comprenez maintenant pourquoi ça se passe de nuit. Alors non, pour moi le gros problème du film depuis le début est qu'aucune... c'est bien entendu son titre. Choisi par Warner contre l'avis du réalisateur et du scénariste. Et ça, c'est jamais bon signe, on le sait. Et on en a déjà parlé à maintes reprises dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Batman v Superman, l'aube de la justice. La première partie est souvent confondue avec Batman versus Superman, donc un affrontement. Et c'est pas tout à fait faux puisque le V, c'est le raccourci de VS. Mais il peut également se traduire par une association plus ambiguë entre deux êtres, symbolisés par un V aux États-Unis. C'est donc très bancal dès le départ, alors qu'une simple esperluette aurait été plus logique pour le film. Une quoi ? Une esperluette. Une espelette ? Non, ça s'appelle une esperluette. Ah, d'accord, non mais continue. Batman et Superman, ça accentue leur association à la fin du film. Et de toute façon, personne n'aurait pu croire que l'un allait parvenir à tuer l'autre. Et surtout qu'à terme, les deux finiront dans le même camp. Pour la seconde partie du titre, l'aube de la justice, c'est bien entendu annonciateur de la Justice League, ça on avait compris. Mais encore une fois, c'est hyper maladroit. Et l'idée de Snyder et Terrio d'appeler le film tout simplement Justice League avec un sous-titre aurait été plus judicieux et surtout plus clair. Encore aurait-il fallu montrer un peu plus que des vidéos de caméras de surveillance pour présenter les futurs membres de la Justice League. Mais pour moi, on aurait pu s'en passer. Et juste Batman et Superman aurait été le bon titre pour ce film.
Mais ce qu'il aurait fallu proposer à ce stade, au lieu de vouloir griller les étapes, c'était ce qui était prévu au départ en fait, simplement la suite de Man of Steel, qu'on avait adoré en 2013. On aurait pu suivre Lois et Clark au Daily Planet, leur histoire d'amour naissante, et finalement, les 18 mois qui séparent les deux films auraient pu nous être racontés dans cette suite, Man of Steel 2, peut-être en introduisant Batman vers la fin du film, et seulement après, un troisième film avec les deux ensemble. Et enfin, Warner a clairement commencé son opération sabotage en dévoilant l'arrivée de Wonder Woman et de Doomsday à la fin du film. Certains teasers révélaient même la mort de Superman. Et je vous rappelle que sur les bandes annonces et le marketing du film, le réalisateur n'a souvent pas son mot à dire. Et c'est ici Warner qui a eu le dernier mot, comme toujours. Avant que Jesse Eisenberg ne soit casté pour camper le méchant Lex Luthor, Matt Damon, Bradley Cooper, Joaquin Phoenix, Adam Driver et même Jean Dujardin ont été envisagés par Warner. À la fin du tournage, Ben Affleck a demandé aux producteurs s'il pouvait ramener le costume de Batman chez lui. Les producteurs lui ont répondu que oui, en échange de 100 000 $. Il s'est donc contenté de prendre une photo avec le costume. Ben Affleck, qui avait déjà été pressenti pour réaliser Man of Steel avec Henry Cavill, mais avait décliné la proposition pour se centrer sur la mise en scène de son thriller Argo, lequel lui avait permis de remporter l'Oscar du meilleur film en 2013. Il a d'ailleurs expliqué ce choix par son manque d'expérience en matière d'effets spéciaux. Pour être plus crédibles dans la peau de leur personnage, Henry Cavill et Ben Affleck se sont livrés à une préparation physique intense. Le premier a pris 2 fois plus de muscles qu'il ne l'avait fait pour Man of Steel, ce qui a été rendu possible parce que l'acteur avait déjà conservé la majorité de sa musculature entre le tournage des deux films. Et le second a gagné 14 kilos de muscles et a perdu 8% de sa masse graisseuse. Il a commencé à s'entraîner à raison de 2 heures par jour à partir du moment où il a su qu'il avait été choisi pour le rôle de Batman. Le film s'est inspiré de la mini-série Batman Dark Knight de Frank Miller. C'est le premier long métrage à introduire Batman et Superman ensemble. Le long métrage marque la 10e interprétation de Batman depuis 1943. Patrick Wilson, qui prête sa voix au président des États-Unis en VO, incarne Orm Marius dans le film Aquaman, sorti en 2018. Michael Cassidy, qui incarne Jimmy Olsen, incarnait déjà Julian Luthor dans la série Smallville. Gal Gadot, comédienne israélienne découverte dans Fast and Furious 4, incarne Wonder Woman, la princesse Amazon créée en 1941 par William Moulton Marston. Pour gagner en masse corporelle, l'actrice s'est engagée dans un entraînement très sérieux, mêlant kung-fu, kickboxing, épée, jiu-jitsu et capoeira. Zack Snyder, ou plutôt sa main, fait une très courte apparition dans le Batman v Superman. La séquence en question se trouve vers le milieu du film, lorsque Batman mène l'enquête dans le Fight Club. Dans cette scène, la main que l'on voit saisir le téléphone de Bruce Wayne est en fait celle du réalisateur, et pas celle de Ben Affleck. And we're going to start to talk about this movie, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, Ultimate Edition, special, I don't know, Ultimate Edition, I think it's called. C'est la dernière fois que Snyder avait le contrôle sur son film et sur son œuvre, car en coulisses, l'histoire est sur le point de se répéter. Les luttes de pouvoir intestines, la jalousie envers la concurrence, l'incompréhension et même, disons-le clairement, l'incompétence à tous les étages sont en ordre de marche. Et comme pour Richard Donner sur Superman avant lui, Zack Snyder est sur le point de se faire voler sa vision. Justice League au cinéma sera une véritable purge, un naufrage artistique. Je crois que tout a déjà été dit sur ce film, et de toute façon le résultat nous a sauté à la figure en 2017. Heureusement, sous la pression des fans, la version Snyder Cut finira par voir le jour en 2021, et on découvrira ce que le film aurait pu être si Snyder avait pu aller au bout de sa vision. Comme pour Richard Donner en 2006, avec la Donner Cut de Superman 2. Aujourd'hui, ce réalisateur s'est réfugié chez Netflix et a donc claqué la porte du cinéma. Mais ne vous en réjouissez pas. L'appauvrissement du cinéma, c'est pas une bonne chose. Netflix, ce n'est pas du cinéma. C'est une plateforme de contenu qui est là pour vous gaver sans cesse avec des nouveautés souvent calibrées pour le plus grand nombre afin de garantir un flux d'abonnements constant et attirer ainsi de nouveaux abonnés. Alors oui, c'est indéniable, Zack Snyder est un réalisateur avec beaucoup de talent, mais j'ai pas l'impression que ce soit un bon scénariste, Mais bon, on lui en veut pas à Zack. Il nous a donné de très bons films. Et entouré par de bons scénaristes,
et un producteur qui parvient à le canaliser, comme l'a fait Christopher Nolan, je suis certain que Zack Snyder reviendra nous mettre des grosses baffes en pleine face sur grand écran. Et t'inquiète Zack, on comprend. On t'attendra. Prends ton temps et surtout, prends soin de toi. Allez, bisous. Really fun, really great. So I guess I'll sign off. You know what? I think they should make a sequel to this movie someday. That would be amazing. That would really be something else. Yeah, I want to know what happens to these guys. I don't know. Form some... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite bien sûr à me laisser en commentaire votre avis sur le film Batman v Superman et aussi sur la version longue. Est-ce que vous trouvez aussi comme moi que ça a permis de corriger pas mal d'erreurs ou en tout cas de comprendre le film tout simplement parce que il manquait 30 minutes qui permettaient de comprendre le scénario, ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi ce film aussi s'est pris pas mal de critiques négatives à sa sortie. J'ai trouvé ça plutôt amusant aussi de vous montrer les images de Zack Snyder. On a l'impression qu'il découvre que la version longue de son film s'appelle l'édition Ultimate. Alors est-ce que c'est de l'humour ou est-ce que peut-être simplement qu'il n'a pas été convié finalement à travailler sur cette version longue? Vous en savez peut-être plus que moi parce que là-dessus j'ai pas trouvé d'infos, donc n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en pensez toujours en commentaire, likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis je vous remercie énormément bien sûr de votre soutien chaque semaine, vous me donnez énormément de force. Évidemment c'est grâce à vous que cette chaîne existe et se développe de plus en plus. Alors on va pas se retrouver la semaine prochaine pour Justice League, je préfère vous le dire tout de suite, on va certainement laisser passer pas mal de temps avant de revenir dessus parce que c'est des vidéos qui demandent énormément de boulot. Je me suis plongé totalement à fond là dans Batman v Superman, c'est pas mal chronophage, ça demande beaucoup d'heures de travail. Je mets tous les liens vers mes réseaux sociaux en description de chacune des vidéos, il y a l'onglet communauté aussi pour rester au courant de l'actu de la chaîne, et puis la cagnotte Tipeee qui est là parce que vous le savez, il y a pas mal de vidéos qui sont démonétisées par YouTube et ça on n'y peut rien, c'est lié au format de la chaîne. Il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et soyez heureux.